par où commencer quand la boue a envahi les rues et que l'eau a emporté les ponts de la commune? Les agents du service technique de Chavanais, dans la Loire, n'ont pas hésité à lancer un appel à la solidarité. Et vous allez voir que les habitants sont nombreux à y avoir répondu. Un élan plus que nécessaire 48 heures après les inondations. Et alors que la fatigue se fait cruellement sentir. Reportage Elsa Assalit, Louise Lebras et Guillaume Vuitton. Voilà, je vous apporte un petit casse-croûte, les gars. Une pause bien méritée après plusieurs heures de travail. Toute la matinée sur la place du village, les tracteurs des vignerons, aux côtés des commerçants, des artisans, tous mobilisés pour tout nettoyer. Il faut un camion qui soit suffisamment important. Ouais. Christophe a grandi à Chavanais, alors il n'a pas hésité une seule seconde. C'est tout à fait normal pour un Chavanois de faire ça et d'aider les riverains, etc. Peut-être que demain, nous, on en aura besoin et voilà, on sera ravis d'avoir aidé et d'être aidé en retour peut-être. Il y a 2 jours, la rivière est sortie de son lit. Un torrent de boue et cet amas d'arbres et de branches a détruit le vieux pont et a tout inondé. Non, ça fait 40 ans que j'habite là et j'ai jamais vu ça. J'ai vu la Valencis déborder, oui, mais pas comme ça, pas ça. Du jamais vu pour les 2500 habitants de la commune. Difficile, ouais, c'est difficile, mais bon, après il y a l'entraide et puis voilà. Il faut y rester positif comme on dit. Donc. De l'autre côté de la rivière, le jardin et les garages de Jean-Yves ont été ravagés par la crue. Ça, c'est un peu lourd. Il peut compter sur l'aide de son voisin. On ne peut pas faire seul, c'est énorme en fait, la quantité de terre qui s'est accumulée dans les garages, les caves. Mais aussi sur le soutien de son fils. Il est venu en urgence depuis Berlin. Quand le pont s'est effondré, c'est là que j'ai pris la décision, ok, il se passe quelque chose de grave. Je vais essayer de prendre le premier avion et de venir. Le nettoyage de la ville va prendre encore plusieurs jours. Les habitants et les élus espèrent une aide pour reconstruire le pont. Et dans cette région, parmi les images marquantes de ces inondations, il y a évidemment ces voitures brinque-ballées par les torrents d'eau, des voitures emportées par centaines qui se sont retrouvées au milieu des rues ou encastrées les unes dans les autres. Des carcasses qu'il faut aujourd'hui déblayer en urgence et les dépanneurs n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes. Laszlo Gelabert, Julien Clouzot et Olivier Standbar. Sur les immenses parkings de la zone commerciale de Givors, des centaines d'épaves de voitures. Au milieu des carcasses, le balai des dépanneuses a déjà commencé. Ce professionnel doit justement évacuer le véhicule de Bruno. Est-ce que vous avez la clé? J'ai que ça, moi. Le véhicule, vous l'avez pas redémarré? Je ne suis pas revenu, c'est la première fois que je reviens. Comme beaucoup d'autres voitures, elle a été submergée jeudi dernier par les impressionnantes inondations qui ont touché toute la région. Impossible aujourd'hui de la réparer. On a une ligne d'eau qui est au milieu de portière, donc l'eau est passée par-dessus les sièges et en général, c'est des véhicules qui seront économiquement pas réparables. Bruno est quand même soulagé. On paye des assurances, c'est pas pour ça, non hein, pour une fois qu'on n'a pas de problème, ça marche tout seul. Cette mission à peine terminée, le dépanneur doit enchaîner avec d'autres remorquages. En seulement 24 heures, il a déjà récupéré une trentaine de véhicules. C'est vraiment une situation particulière, on n'a jamais vu autant de missions d'un coup. Il y a eu un peu des pillages aussi pendant la nuit parce que les véhicules étaient abandonnés, alors on essaye d'évacuer tout au plus vite. Dans ce décor chaotique, difficile parfois de retrouver les modèles signalés. Mandaté par une assurance, Régis doit donc tout coordonner dans l'urgence. En fait, on gère tous les dossiers de Givors et aussi les dossiers de Rive de G. On a beaucoup de partenaires qui viennent travailler avec nous en collaboration. On bosse tous ensemble. Tout au long de la matinée, les appels s'enchaînent. On va essayer de la faire dans la journée, mais je peux pas vous donner d'heures. Mais Philippe ne pourra pas contenter tout le monde. On essaye de tout valider, mais après, il faut que les gens comprennent qu'il y a quand même un délai important. En attendant que les caisses rouvrent lundi, Encore Stop. Le dépanneur entrepose les carcasses sur ce terrain prêté par son voisin, juste à côté du parking de son garage, déjà complet. Si on en a encore jusqu'à demain, voire lundi et tout ça, ça va être compliqué, on aura besoin d'encore plus de place. Les opérations de dépannage sont si nombreuses qu'elles devraient se poursuivre pendant encore une semaine. Dans le département voisin du Rhône, ces pluies se sont ajoutées à une année déjà exceptionnelle en termes de précipitations, des sols saturés qui ont d'ailleurs aggravé les phénomènes de débordement. Et les agriculteurs ne voient pas d'issue, ils ont perdu une partie de leur récolte et savent que la prochaine, elle aussi, est désormais incertaine, comme ils l'ont dit à Florian Chevalet et Julien Chaise. Ce sont des trombes d'eau qui sont tombées sur les champs de Pascal dans la nuit de jeudi à vendredi.
Les terrains sont détrempés, impraticables. Il devait y semer des céréales. Impossible aujourd'hui. Des parcelles, on ne sèmera pas de cette année. On ne pourra pas. Ouais. Ça sera trop mouillé, quoi. Là, il y avait une barrière, là. Inquiétude aussi pour le blé et l'orge qu'il a déjà planté dans d'autres champs. Une récolte indispensable pour nourrir ses volailles et ses vaches. Les colzas, c'est pareil. J'avais semé des colzas en haut, là. On ne sait pas si ça va pourrir, ce que ça va donner, quoi. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Dans cette région, les périodes de fortes précipitations s'enchaînent depuis 1 an. Cette semaine, il est tombé pas moins de 200 mm de pluie en une nuit sur les serres de Philippe. Il y avait 50 cm d'eau de plus au niveau du plastique qu'on voit en bordure de la serre. Et donc toute la culture qui était dedans était sous l'eau. De l'eau et de la boue qui ont ravagé ces plants de mâche. On voit très bien la boue qui s'est déposée sur les feuilles. Je vais vous arracher une plante. La boue qui s'est déposée sur les feuilles. Donc là, on peut rien y faire, il y en a jusque dans le cœur. Donc ça, c'est absolument pas commercialisable. Donc pour moi, ça, c'est poubelle. Même constat dans la serre voisine. À terme, on a une perte d'entour des 20 000 € sur une serre comme ça. Il décrit une série de précipitations qu'il n'avait encore jamais vécues et met en danger son exploitation. Parce que bon, on travaille, on fait tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et puis en 10 heures, eh ben, voilà, tout n'est pas ruiné, mais une bonne partie de notre récolte est foutue, quoi, voilà. Les agriculteurs demandent maintenant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, indispensable selon eux pour être indemnisés de leurs pertes. Et face au constat général que ces phénomènes vont se multiplier, comment agir? Comment aménager les abords des cours d'eau pour limiter au maximum les conséquences de tels épisodes? Les communes y réfléchissent évidemment depuis des années avec, vous allez le voir, des dispositifs plus ou moins efficaces. Roxane Sigula et Noé Gandillot. À Chevreuse, dans les Yvelines, le niveau de l'eau est monté de 40 cm en moyenne. Mais cela aurait pu être bien pire sans ces bassins de rétention. Les rives sont difficiles à distinguer car depuis 2 jours, ils sont totalement remplis. Volume total 2,2 millions de mètres cubes, l'équivalent, tenez-vous bien, de 700 piscines olympiques. Ça fonctionne de manière très simple, ces bassins sont quasi vides en temps normal. Dès qu'il se met à pleuvoir, ils montent en charge, ils se remplissent. Et donc toute cette eau qui est stockée sur ce bassin ici ne se retrouve pas dans les habitations en aval. Selon elle, sans ces gigantesques bassins, les habitants auraient dû faire face à 1 mètre d'eau supplémentaire. Ce dispositif leur permet même d'avoir, la plupart du temps, les pieds au sec. Ça efface les 3/4 des crues. On n'y fait même plus attention, on ne les voit plus les crues à occurrence 2 fois par an, 3 fois par an, même tous les 5 ans, tous les 10 ans. Celles-là disparaissent complètement. À Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, en plus, là aussi d'un bassin de rétention, la commune compte sur cette drôle de bâche de 300 mètres de long. L'eau s'engouffre et elle rampe et elle pénètre ici pour gonfler la partie de façon à ce que ça fasse carrément un mur d'eau. Et donc cette partie-là fait barriérage. Face à des crues de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, le maire réclame une stratégie nationale. L'urgence, elle est absolue. Les villes qui n'ont pas été touchées vont l'être, celles qui l'ont été le seront davantage. Donc l'État doit aujourd'hui comprendre qu'il ne peut plus agir comme il le fait. Il faut libérer les énergies, il faut simplifier, il faut laisser l'argent aux collectivités pour faire ce genre de travail. Option plus radicale, dans cette commune en Côte d'Or, elle a choisi de redessiner entièrement sa rivière, autrefois rectiligne, aujourd'hui sinueuse. Des virages ont été creusés pour contenir plus d'eau et ralentir le débit.